Nicolas Laurent, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Là on discute. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors on s'est jamais rencontrés, hein, on se connaît ni d'Adam ni d'Ève, on a fait connaissance il y a quelques minutes quand vous êtes arrivés. Je suis très heureux de vous recevoir. On a déjà pu échanger un tout petit peu juste avant. Bonne ambiance déjà, c'était cool. On sent que l'épisode va bien se passer. Et si jamais je vous reçois aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet qui personnellement me passionne, mais qui passionnera beaucoup de gens, c'est l'intelligence artificielle. Un sujet qui est ultra populaire ces temps-ci, mais qui l'a toujours un peu été en fin de compte. Depuis peut-être une vingtaine d'années. C'est un mot en tout cas que personnellement j'entends depuis une vingtaine d'années, mais qui évidemment aujourd'hui est rentré dans notre langage. Qu'est-ce qu'exactement l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce qu'on considère être une intelligence artificielle ? Est-ce qu'il y a une différence entre ChatGPT que j'utilise tous les jours et je mets des guillemets, l'intelligence artificielle de mon téléphone portable, de ma voiture, de ma machine à laver, j'en sais rien. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, Nicolas ? Alors c'est une très bonne question et il y a plusieurs réponses, mais il y a quand même une réponse qui fait un peu consensus. Et je voudrais d'abord revenir sur ce que tu as dit sur depuis combien de temps on fait l'intelligence artificielle. Ouais. En fait, je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point l'intelligence artificielle est là depuis longtemps. C'est quelque chose qui a été inventé dans les années 50, donc il y a 70 ans, qui est dans nos vies depuis plus de 40 ans. Et il n'y a qu'à penser au GPS de voiture, qu'on utilise tous depuis 15-20 ans maintenant, sans se poser de questions. Mais bien avant ça, il y avait déjà plein de choses qui utilisent de l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle ? C'est de faire à des machines, par du calcul, des choses que nous, les humains, on fait avec notre intelligence. En fait, c'est de là que vient le nom. Les gens se sont dit, si un jour on arrive à faire à ces machines, alors faut imaginer les machines des années 50, c'était des machins avec des gros boutons qui faisaient clic-clic, enfin voilà, des ordinateurs de la taille d'un frigo, plus qu'un frigo, enfin c'est carrément tout le salon rempli de frigos. Pour calculer 2 plus 2 égale 4. Et les gens se sont dit, si un jour, avec ces machines, on arrive à faire des choses intelligentes, comme parler, conduire une voiture, jouer aux échecs, alors on pourra parler d'intelligence mécanisée. On aura réussi à produire quelque chose. Et c'est là que le terme a commencé à apparaître. On appelait ça l'intelligence artificielle à partir des années 50. Un tout petit point que je trouve hyper important de dire, Nicolas a utilisé le mot de calcul. Et en fait, c'est hyper important de bien repérer ceci. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il y a du calcul artificiel qui est hyper performant, mais l'idée même d'intelligence, si on la creuse un tout petit peu du côté humain, c'est tout à fait autre chose. L'origine anglaise du mot intelligence, ça renvoie à l'information. Et donc à la collecte de données. Et du coup, là, ça, on peut creuser peut-être ce point tout à l'heure, mais je trouve très important de le signaler dès maintenant. C'est un peu une traduction abusive ou un abus de langage en français de dire intelligence artificielle ? Non, pas seulement en français. L'ambiguïté existe aussi en anglais, mais effectivement, l'intelligence a ce double sens. Et les ordinateurs sont des machines de traitement de l'information. On appelle ça l'informatique en français. Et donc, la science du traitement de l'information, l'informatique, s'intéresse effectivement à toute forme d'information et l'intelligence est à entendre effectivement dans ce sens-là. Donc, cette ambiguïté, elle existe et elle est là, on va pas la retirer. Mais en fait, il s'agit pas de faire des machines intelligentes, il s'agit de faire des machines de calcul qui, par le calcul, font des choses que nous, on fait avec notre intelligence. Je comprends. Sans définir ce que c'est que l'intelligence, d'ailleurs. Ouais, c'est une bonne distinction. Mais alors, qu'est-ce qui différencie tout ce que tu viens de décrire avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire ce que j'ai cité avant, les ChatGPT, etc., qui sont, si je me trompe pas, des LLM, non, des langages... Des grands modèles de langage. Grands modèles de langage. Language Model, LLM, c'est ça. Alors, dans l'intelligence artificielle, il y a plusieurs techniques informatiques. En général, on catégorise en disant qu'il y a l'intelligence artificielle en général, avec l'intelligence artificielle symbolique, l'intelligence artificielle statistique, qui sont des techniques particulières de faire du calcul, et que dedans, il y a une sous-catégorie qu'on a appelée l'apprentissage automatique. Les Anglais disent machine learning, qui a encore une fois un emploi malheureux, c'est comme intelligence. De même qu'il n'y a pas d'intelligence dans l'intelligence artificielle, il n'y a pas d'apprentissage dans l'apprentissage automatique, mais bon, le terme est resté, on pourra pareil expliquer d'où ça vient. Et donc il y a cette sous-catégorie qu'on appelle l'apprentissage automatique qui consiste à utiliser des données pour régler automatiquement des paramètres qui sont sinon assez pénibles à régler à la main. Et dans cette catégorie d'apprentissage automatique, il y a une sous-catégorie qu'on appelle les réseaux de neurones, ou l'apprentissage profond, c'est la même chose. Et donc les réseaux de neurones profonds, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui le plus en intelligence artificielle. Et par exemple, les grands modèles de langage sont un cas particulier de réseaux de neurones qui ont été programmés, qui ont été entraînés pour générer du texte. Et générer du texte qui ressemble à ce que n'importe quel humain pourrait dire. Et donc c'est avec ces générateurs de texte qu'on arrive à faire ChatGPT. Et réseau de neurones, c'est aussi un abus de langage ?
Et c'est aussi un abus de langage. Parce que ça ressemble pas. Il n'y a pas de neurones. Eh oui, je pense bien. Un neurone artificiel, c'est une somme pondérée, donc c'est une addition avec des multiplications. C'est juste ça. On touche à une question hyper importante avec ta question. Il y a un énorme mélange et du coup beaucoup de confusion dans le grand public sur ce que c'est que l'IA. Et quand on parle de réseau de neurones, d'apprentissage profond, ça provoque l'idée mais l'IA, elle va nous dépasser. On a eu cette question hier dans une intervention. Eh ben, je vous rassure, j'allais poser la question après. Vas-y. J'allais poser la question après, parce que oui, de l'intelligence artificielle, ça suppose implicitement que on est sur le chemin de quelque chose qui va de toute façon nous dépasser. Je mets encore des guillemets, parce que si l'intelligence artificielle c'est un abus de langage, peut-être qu'on joue même pas dans la même cour en fin de compte entre un cerveau et un programme informatique. Alors on joue pas dans la même cour, on ne sait pas la même chose, et je voudrais juste rassurer tout le monde sur le fait que les machines nous dépassent depuis le début. Si on fait des machines, c'est pour nous dépasser. Mais donc, sur des tâches bien spécifiques. Sur des tâches, voilà, la 2 chevaux va plus vite que moi à la course à pied, mais ça me choque pas. Et c'est pareil. Ça t'empêche pas de dormir la nuit. Non, et la calculatrice calcule plus vite que moi, bien avant l'intelligence artificielle. Évidemment. Pareil. Ouais. Donc on fait des machines pour justement accomplir plus vite ou mieux que nous des choses que en général on pourrait faire, parfois moins bien, ou qu'on pourrait pas faire, importer un bloc de 2 tonnes, moi je sais pas faire. Et donc effectivement, il faut bien avoir en tête ce que tu as dit. C'est deux domaines différents. Il y a le domaine du calcul, celui de l'intelligence artificielle, qui consiste à résoudre des tâches et parfois extrêmement mieux que ce qu'un humain pourrait faire. Et puis il y a le domaine de l'intelligence humaine, qui est un autre problème, qui est l'intelligence plus générale, adaptative, liée dans le monde réel. Enfin voilà, l'IA et l'humain ne vivent pas du tout dans le même monde. Il faut vraiment avoir ça en tête. L'IA vit dans le monde numérique où tout est du calcul. Alors après, intellectuellement, c'est super intéressant à se dire comment je résous ce problème de la vie réelle pour lesquels les humains font appel à leur intelligence. Par exemple, faire un sandwich jambon-beurre, c'est une tâche qui nécessite un peu d'intelligence. Faut mettre les ingrédients, tout ça. Mais je le fais juste avec des calculs, juste avec des additions et des multiplications. Donc faire un sandwich, mais avec des additions. Ben voilà, c'est ça l'IA. Et est-ce qu'on sait ce que humainement implique l'intelligence humaine ? Ah oui. Est-ce que c'est une question que se sont posées les informaticiens ou même les philosophes pour essayer de calquer le fonctionnement des machines sur le nôtre ? Vas-y, Laurent. Alors, je propose que Nicolas reprenne tout à l'heure également. Ouais. Mais il y a une chose qu'on perd de vue quand on parle de calcul. On parle de projet, on peut parler de calculer des intérêts. Et du coup, on parle d'économie tôt ou tard. C'est-à-dire que on est dans un monde de calcul. Et on calcule des profits, on calcule des choses concernant de l'argent, on calcule des choses concernant la consommation, la satisfaction, le plaisir ou la peine. La productivité. Voilà. Et là, on est des agents économiques. Ouais. Mais c'est hyper important de bien noter qu'on n'est pas que des agents économiques. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que du calcul. On a le sens du juste, de l'injuste, du vrai, du faux, du beau, du laid, de tas de choses qui nous concernent, qui concernent nos vies et qui n'ont rien à voir avec le calcul tout court. Et en gros, on peut dire, on a une question de sens. Et j'ajoute tout de suite un truc qu'on discute régulièrement avec Nicolas, mais quand on parle de l'IA en public, c'est qu'il y a un truc très important qu'on perd de vue. Les transhumanistes disent qu'on va devenir immortel, c'est mal parti. Et la date à laquelle ils disent qu'on va devenir immortel, elle recule sans cesse. Donc en gros, pour l'instant, on est mortel, et je crois que c'est un peu pour l'éternité qu'on est mortel. Mais pourquoi je dis ça ? C'est que notre intelligence humaine, elle est émotionnellement tendue entre des rêves infinis, et une réalité toujours limitée. On peut dire que c'est cette tension comme un élastique ou comme un arc, hyper tendu, qui fait nos désirs, qui fait nos projets, qui fait nos espérances, qui fait plus tard peut-être parfois nos regrets quand on n'a pas réussi, etc. En gros, qui donne du sens ou pas à nos vies. Et la vie humaine, elle est tendue vers quelque chose qui soit sensé. Une machine n'a pas de question de sens. Est-ce que ce que tu viens de décrire, ça a un rapport avec la conscience ou on est à côté de la plaque là ? Enfin, est-ce que je suis à côté de la plaque en disant ça ? En disant que ça a un rapport avec ? La conscience. Ah, mais non, c'est complètement ça. Ok. Et on peut même aller à une expression plus précise en philosophie, c'est la conscience de soi. C'est-à-dire comprendre ce qu'on veut. Tu connais sans doute Socrate, le personnage, le philosophe hyper connu grec, qui dit, en fait, il faut se connaître soi-même. Il avait adopté cette... Et donc, l'idée, c'est essayer de comprendre qui on est. Et comprendre qui on est, ça veut dire se situer et vouloir une vie, au fond, à la fin de laquelle on se dit, c'est bien, j'ai vécu comme je voulais, quoi, et ça a du sens, etc. Une machine n'a pas ce genre de questions. Quand on t'entend dire ça,
quelqu'un pourrait réagir en disant « Ah mais attends, j'ai posé la question à ChatGPT, qu'est-ce qu'il était ?» Il a réussi à me donner une réponse. Exactement. Ça c'est un gros problème qu'on a avec les machines qui génèrent de la langue, c'est que on projette dans ce que la machine produit des sens que nous on attribue à ce que la machine a produit. Donc il faut bien avoir en tête que la machine, elle est programmée pour produire des mots, mais elle ne sait pas qu'elle produit des mots. Hein. Elle a été programmée comme ça pour générer des signes que nous on interprète en disant la machine a dit j'ai peur de mourir, et donc nous on se projette une idée qui est l'idée de la peur de mourir, et on se dit puisqu'elle a parlé à la première personne, elle a peur de mourir, donc on projette une conscience. Et ça c'est notre capacité extraordinaire d'être humain. De projeter chez l'autre, chez tout ce qui nous entoure d'ailleurs, hein, y compris des fois chez les objets, des caractéristiques humaines. Oui. Hein, qui a jamais vu un visage dans dans une voiture, exactement. bien sûr. Tu vois, donc ça c'est très très humain. Donc on se projette là-dedans et on projette des choses alors qu'il n'y a pas d'intention dans la machine. L'intention c'est nous qui la fabriquons. Et en fait ça a été assez vite identifié par les spécialistes de l'IA. Dans les années 60, il y a un philosophe et linguiste et mathématicien très connu qui s'appelle John Searle, qui a posé le problème de la chambre chinoise. La chambre chinoise, c'est très simple. On imagine un Américain qui est enfermé dans une pièce et il peut communiquer avec l'extérieur par une petite trappe. On peut lui passer des petits mots écrits en chinois. Évidemment, c'est un Américain, donc il parle pas chinois, sinon c'est pas drôle. Et lui, pour répondre, il a un panier avec tous les tampons de la langue chinoise et il peut tamponner sa réponse sur des feuilles. Et heureusement, dans la pièce, il y a un manuel écrit en anglais qui dit quand tu vois tel signe, tu réponds par le tampon 3 et 7. Quand tu vois tel autre signe, tu prends le tampon 12 et 415. Et voilà, comme ça, tu peux parler. L'Américain qui s'exécute ne comprend rien à ce qu'on lui dit, ne comprend rien à ce qu'il écrit. Et pourtant, pour les Chinois à l'extérieur de la pièce, tout se passe comme s'il parlait parfaitement chinois. Et en fait, l'intelligence artificielle ne fait rien d'autre que ça. Elle manipule des données en entrée et en sortie, et c'est nous qui mettons du sens et de la conscience sur ça. Mais il n'y a pas de conscience, du coup, dans la machine. C'est une analogie parfaite. Voilà. Elle est pas de moi, hein. C'est John Searle. Mais ceci dit, elle est parfaite. Elle est très parlante. Eh oui. Et le danger qu'il y a dans ce qu'on est en train d'évoquer, c'est que, en confondant les machines et les humains, nous détériorons le rapport à nous-mêmes. En attribuant aux machines des capacités, des compétences, des émotions qui sont humaines, nous perdons de vue en quelque sorte. Et c'est un peu comme si on abandonnait qui nous sommes et nos responsabilités et la question de sens en quelque sorte. Et en gros, à vrai dire, on pourrait pousser le raisonnement jusqu'à dire, au fond, ça serait pas mal, on va déléguer nos vies aux machines, comme ça, on n'aura plus besoin de vivre. On sera débarrassé du problème. C'est presque bouddhiste comme affirmation. Les bouddhistes disent, la vie, elle est pénible, l'idéal, c'est de ne jamais se réincarner et d'être dans le néant pour toujours. Là, on pourrait dire, au fond, on va se débarrasser de vivre en déléguant tout aux machines. Donc, on a un problème humain, en fait, de relation aux techniques. Les machines sont remarquables. On va revenir là-dessus, mais on est tout sauf technophile ou technophobe. Nicolas et moi, je crois que je suis sous ton contrôle, Nicolas, mais c'est-à-dire les machines, elles sont un outil et elles peuvent faire des merveilles ou elles peuvent faire des trucs catastrophiques, mais ça dépend de nous humains qui les programmons, quoi. Est-ce que c'est pas justement ça qui va nous mener vers le transhumanisme? Le fait de se retirer une partie de nous-mêmes pour le déléguer aux machines, ce qui, au bout d'un moment, ne nous laissera pas le choix, en fin de compte. Alors, là, un petit détour que je trouve très important. Depuis le début de l'année 2025, on voit ce qu'il y a des aspects qui sont sous le transhumanisme. Et il y a quelque chose d'extrêmement problématique qui est affirmé depuis longtemps par les transhumanistes. En fait, on peut faire un historique hyper simple, très brièvement, du transhumanisme. Il y a le transhumanisme, on pourrait dire soft, doux en quelque sorte, un DOUX, qui dit il faut augmenter les humains par des techniques. Ça n'a rien de neuf. Nicolas l'a dit tout à l'heure, mais en gros, il n'y a pas d'humanité sans nécessité de compléter un corps et aussi un cœur qui sont faibles. En gros, la spécificité de notre humanité, c'est que on a une mémoire biologique très pauvre. Et ça veut dire qu'on doit compenser cette mémoire biologique pauvre par toutes sortes de choses. Un exemple hyper parlant, une tortue, elle n'a pas besoin de se fabriquer une maison, elle l'a sur elle. La carapace, c'est sa maison. Ouais. Nous, on n'a pas de carapace, on n'a pas les crocs, les griffes, les pelages, etc. On a besoin de compenser les défaillances du corps, mais également les défaillances du cœur. C'est-à-dire qu'on prend naissance, on ne sait pas vivre. Et on doit apprendre à vivre. Et là, c'est le monde parental, réel ou symbolique, qui nous apprend à vivre. Donc cette nécessité de compléter, elle est
depuis l'origine de l'humanité. Donc, le transhumanisme soft qui dit il faut augmenter les humains par les techniques, c'est parfaitement juste. Le transhumanisme radical qui dit on va arriver un jour et très bientôt à un point singulier. La singularité. Hein. Ouais. Un point singulier où l'IA va dépasser l'intelligence humaine. Et en même temps, on va devenir immortel. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, on peut pousser le paradoxe, enfin, l'absurdité du propos en remarquant ceci. Imaginons qu'on y arrive. Ce qui n'a aucun sens. Mais imaginons qu'on y arrive. On a donc une IA qui nous domine. Et on est immortel. Ça veut dire que enfin, on devient esclave pour l'éternité. C'est top comme projet, moi, je trouve. Ouais, non, effectivement, ça donne pas envie. En gros, voilà, le projet transhumaniste n'a pas de sens. Alors, malheureusement, depuis début janvier de cette année, on s'aperçoit qu'il y a dessous des comportements pas top, hein, voilà. Des comportements pas top, ah c'est-à-dire je pense aux positions politiques, par exemple de Musk, etc. Ouais. Ouais. Et tu penses que ça n'arrivera jamais? Ah, structurellement, moi, je suis dans une conviction très très forte que c'est absolument impossible. Parce qu'une machine ne se pose pas de questions de sens. Elle calcule. Et c'est très important, du coup, hein, de débarrasser le grand public d'illusions de cet ordre-là. Moi, j'ai commencé un cours sur le transhumanisme il y a pas mal de temps pour prévenir les étudiants contre des illusions absurdes. Et je me rappelle très bien, c'était en 2016, un étudiant au moins avait dit, comme si c'était déjà le cas, donc il y a presque 10 ans, hein, nous pouvons déjà télécharger nos cerveaux sur des ordinateurs et devenir immortels. Ça n'a aucun sens. Et ça n'a aucun sens au sens où ça veut dire, mais notre vie, elle est faite de quoi? Notre cerveau, c'est qu'une série de données. Là, nous ne serions que des calculateurs. Ça impliquerait que nous serions réduits à être des robots. Jusqu'à nouvel ordre, la vie est plus savoureuse en faisant autrement. Je suis d'accord. Ouais. Et par ailleurs, Laurent, tu m'as dit que depuis quelques années, dans ton cours sur le transhumanisme, tu entends moins ce genre de propos. Donc les jeunes commencent à comprendre que va être mieux formés ou mieux préparés à cette idée et à mieux savoir faire face à ce discours assez dominant, mais qui a été entretenu par des grandes puissances qui y ont des intérêts économiques. Hein. J'invite les lecteurs qui voudraient prolonger un petit peu, enfin des auditeurs qui voudraient prolonger un petit peu, à lire le livre de Jean-Gabriel Ganassia qui s'appelle le mythe de la singularité, et dans lequel il termine par un chapitre assassin dans lequel il explique très justement à quel point les grands groupes de la tech ont intérêt à entretenir ce mythe de la singularité pour des raisons bassement économiques. C'est juste qu'ils se font de l'argent avec ce mythe-là. Et on s'aperçoit maintenant que ça devient des enjeux politiques majeurs. Et ça, c'est des enjeux humains. Dans ce sens-là, on est complètement en face du titre du bouquin. Hein. L'intelligence artificielle n'est pas une question technologique. Et les technologies ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont ce qu'on en fait. Bien sûr. Et je pourrais juste compléter le propos, parce que Laurent, tu as répondu d'un point de vue philosophique en disant ça n'a aucun sens sur le plan philosophique, ça n'a pas beaucoup de sens non plus sur le plan technologique. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de gens dire, ou certaines personnes dire, quand on écoute les grands spécialistes de la tech, l'IA générale et la singularité, c'est pour bientôt. Alors les grands spécialistes de la tech ne sont pas des informaticiens. On parle de Sam Altman, on parle d'Elon Musk. Ce sont pas des gens qui connaissent la science qu'il y a derrière. Ce sont des entrepreneurs certainement très visionnaires et peut-être compétents dans leur domaine, mais en tout cas, ce sont pas des scientifiques. Les scientifiques du domaine, eux, sont tous d'accord pour dire que on ne va pas vers une IA générale. C'est pas ça qu'on essaye d'aborder. On essaye de plus en plus d'améliorer l'intelligence artificielle dans sa capacité d'interpréter, de représenter, de manipuler de la connaissance, et donc de la connaissance humaine, mais au service des humains. Et ce mythe de l'IA générale qui nous dépasserait, personne, en fait, travaille là-dessus. Les chercheurs travaillent sur comment les calculs font pour réussir à faire ces tâches que nous faisons avec notre intelligence. Même les collègues qui travaillent sur essayer de simuler la notion de conscience sont parfaitement conscients, justement, de simuler, et non pas de fabriquer une conscience artificielle. Ouais, je comprends. Et ce que tu disais, Laurent, juste avant, c'est vrai que ce concept-là, cette idée-là de singularité et d'intelligence artificielle générale
sans cesse été repoussé, c'est-à-dire qu'en 2000, on disait que ça arriverait en 2008, en 2008, en 2015, etc., etc., et au final, on n'y est toujours pas. Dans les années 60, on disait que c'était pour dans 10 ans aussi. Donc, ok, ça date pas d'hier. En 1965, Minsky, qui est pourtant un grand génie de l'informatique, a dit dans 8 ans, les machines battront les humains et prouveront des théorèmes que... Et bon, bah voilà, on n'y est toujours pas. Enfin, c'est une date qui ne fait que repousser. Ouais. Moi, ce qui m'amuse avec ironie, j'ai plus le nom du bonhomme, mais il y a un transhumaniste qui disait on va être éternel dans 2 ans, il est mort à 24 ans. Ce genre de contradiction absurde révèle le problème, quoi. Est-ce qu'on peut passer quelques minutes ou secondes à redéfinir singularité et intelligence artificielle générale? Est-ce qu'on peut commencer par singularité? Est-ce que je peux essayer d'en donner une définition? Bien sûr. Est-ce que la singularité, c'est le moment où on considère que les capacités de l'intelligence artificielle dépasseraient celles de l'être humain? Je parle de capacité intellectuelle. Au sens des transhumanistes, il faut ajouter que en même temps, on deviendra immortel. D'accord. Cette singularité-là qui fait une différence qualitative entre la vie humaine qu'on connaît jusqu'ici et la vie post-humaine fantasmée abondamment, bah ce point singulier, c'est l'IA en effet qui dépasserait l'IH, l'intelligence humaine, et qu'en même temps nous deviendrons immortels. Et on c'est deviendrait les deux immortel caractéristiques. parce que justement on a réussi à transférer notre intelligence quelque part dans des machines. C'est ça l'idée qu'on est. Alors le détail de l'argumentation peut entre autres passer par là, oui. Mais il y a également le fantasme que grâce à la médecine, la biologie, les biotechnologies, d'un point de vue plus mathématique, la singularité, c'est un moment où il y a une rupture. Une singularité en mathématiques, c'est un point singulier, donc c'est un point qui sort de la distribution. Enfin, donc l'idée entretenue par ce terme, c'est qu'à un moment, on va sortir de la norme et ça va nous échapper. Donc ça est désigné en intelligence artificielle. Et donc les gens qui entretiennent cette idée de singularité ont dans l'idée qu'un jour, l'intelligence artificielle va devenir tellement intelligente qu'elle va pouvoir se programmer elle-même, faire tout sans nous. Et bon, on est dans Matrix, quoi. Totalement. C'est science-fiction. Voilà, c'est de la science-fiction. Moi, je voudrais souligner, c'est hyper important, comme Nicolas vient de formuler, l'idée de dire ça va nous échapper. On peut remarquer que ça n'échappe pas du tout au patron des boîtes. Quand quelqu'un comme Musk ou Zuckerberg disent « Moi, sur ma plateforme, je n'impose aucune censure, je veux que tout le monde soit libre », c'est une fausse liberté. C'est « Je ne veux rien contrôler parce que ça me rapporte beaucoup ». Et donc, en fait, le contrôle réel, c'est le contrôle du fonctionnement de l'entreprise. Et donc, le paradoxe est assez intéressant. Hein. Oui. Et dans le discours, c'est de dire « Ça va nous échapper ». Dans la réalité quotidienne, ça m'échappe pas du tout parce que ça me rapporte beaucoup. Et alors, l'intelligence artificielle générale, c'est un peu plus compliqué à définir pour le coup, parce que alors il y a une définition simple à comprendre, mais qui du coup est décevante parce qu'elle montre une impossibilité. Mais c'est de dire l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui ne sait résoudre que des tâches spécifiques. Et donc, on en parle d'IA faible, mais bon, c'est pas si faible que ça, hein, c'est quand même super balèze. Mais voilà, on dit c'est de l'IA faible, ça ne sait résoudre qu'une tâche à la fois. La machine le programme qui conduit les voitures ne sait pas jouer aux échecs, le programme qui joue aux échecs ne sait pas faire un sandwich, etc. Ne sait pas parler. Bon. Et puis, une IA générale, ça serait une IA qui serait elle capable de résoudre tous les problèmes de l'intelligence humaine toute seule, passer d'un problème à l'autre. Et ça, pour le coup, on sait que c'est pas quelque chose qu'on développe aujourd'hui en intelligence artificielle pour différentes raisons, parce que capturer l'intégralité des choses fait pas vraiment de sens et ne permettrait pas de faire des machines performantes. Donc ça n'a pas d'intérêt sur le plan technologique et sur le plan informatique de faire ça. Donc ça, c'est une première définition. Après, il y a des sous-définitions qui arrivent et des gens disent l'intelligence artificielle générale, c'est par exemple la conscience artificielle. Et donc, si on arrive à faire des machines qui ont de la conscience artificielle, c'est bon, on arrivera vers la singularité. Et là, on rejoint ce qu'on disait avant. Qu'est-ce que ça veut dire, la conscience artificielle? Donc, simuler des mécanismes de conscience et faire dire à ChatGPT, j'ai peur de mourir, ça, on sait faire. On peut faire dire à ChatGPT, j'ai peur. Il n'y a même pas besoin de ChatGPT pour le faire. Hein. Mais est-ce que pour autant il y a de la conscience? C'est pas parce que la machine dit quelque chose qu'on interprète comme un sentiment de conscience qu'il y a vraiment de la conscience. On parle aussi beaucoup des émotions. Moi, je travaille dans un laboratoire, on fait beaucoup d'émotions artificielles. Donc on fait des agents qui expriment des sourires, qui interprètent les émotions des utilisateurs, qui essaient de s'y adapter, d'avoir de l'empathie. Hein. Si je dis, si j'appelle mon assureur et que je lui dis j'ai perdu ma grand-mère ce week-end, il faut que j'aille voir son contrat. On s'attend à ce qu'il y ait un peu d'empathie de la part. Donc imaginons qu'on met un agent conversationnel pour faire ça. Si l'agent conversationnel répond très bien, donnez-moi votre numéro.
On va dire ça va pas, il faut qu'ils disent je suis vraiment désolé pour vous, etc. Ça adapte bien la situation. Et ça, c'est de la simulation. On simule de l'émotion. Il n'y a pas d'émotion dans la machine. On fait des programmes qui essayent de reproduire des comportements sociaux et affectifs dont nous, humains, avons besoin pour nous aider à fonctionner, pour nous aider à interagir avec elle. Mais la machine, elle, ne ressent pas d'émotion. Elle n'a pas peur, elle n'est pas triste, elle n'est pas joyeuse, elle n'est pas empathique, mais elle simule un comportement socio-émotionnel. Et c'est pareil, les gens disent l'IA générale, elle sera comme nous, elle aura des émotions, comme on voit dans les films de science-fiction. Moi, j'adore la science-fiction, c'est super marrant. Mais c'est pas ça qu'on fait en science. On est loin de la réalité. Alors, on est très très loin. Ça reste de la science-fiction. Voilà, mais c'est pour ça que c'est rigolo. C'est pour ça que c'est sympa. Ce qu'on peut remarquer, un exemple que parfois tu prends, Nicolas, c'est l'IA générale. Ça veut dire je sais étendre mon linge, me faire un café, prendre une douche, partir au boulot ou aller au cinéma. Tout ça, c'est comment dire, à la source de tout ce que nous faisons dans la vie quotidienne, c'est parce que ça a du sens pour nos vies. Et encore une fois, la machine n'a pas de question de sens. Et du coup, l'idée même d'IA générale, de ce point de vue-là, n'a pas de sens. En revanche, l'efficacité précise des machines pour nous aider à faire des tas de trucs. En venant, on était dans une Tesla d'ailleurs, je crois du Uber, et on était d'accord avec le gars qui conduisait pour dire c'est vachement bien d'avoir des machines qui nous aident, donc une conduite assistée, mais la machine ne fait pas plus. Et on était très content qu'il y ait un humain qui conduise. Oui, bien sûr. À la fois pour la conversation et à la fois pour la conduite. Pour la sécurité. Tu disais juste avant, Nicolas, on ne travaille pas sur l'intelligence artificielle générale actuellement. Mais il y a des gens qui travaillent dessus. Il y a des gens qui travaillent dessus. Ça peut être un moteur intéressant. C'est-à-dire que viser quelque chose d'inaccessible peut être un moyen de faire des recherches intéressantes. Donc se dire, moi j'aimerais, typiquement un gros problème de l'IA, c'est la généralisation. Donc j'entraîne mon algorithme sur un jeu de données, et puis je me dis, tiens, j'ai un nouveau jeu de données qu'elle a jamais vu, est-ce qu'elle va être capable de le traiter de la même manière? Et la réponse est souvent non. Après, on s'est dit, si on arrive à faire un entraînement qui est suffisamment général, et c'est pour ça qu'il y a une confusion avec IA générale, par exemple, les grands modèles de langue, l'idée c'est d'avoir essayé de capturer l'ensemble des sens et des règles de la langue sous forme de vecteurs, donc de nombres, de listes de nombres, pour que les ordinateurs les manipulent. Donc quand je dis le chat mange la souris, ça a été transformé en un ensemble de nombres qui représentent mathématiquement pour l'ordinateur, pas pour nous, l'idée d'un chat qui mange une souris. Et on a capturé cette idée sous forme de nombres, et c'est avec ça qu'on arrive ensuite à dire, je vais lui demander de générer des phrases, je vais lui demander de générer des images, et toutes les IA génératives qu'on connaît aujourd'hui. Et donc se dire, finalement, si j'arrive à faire ça, est-ce que je peux utiliser ça pour le généraliser à un domaine plus particulier? Et donc là, on utilise des algorithmes de réapprentissage, et donc de voir comment on peut réentraîner. Donc il y a tout un tas de questions de recherche qui sont super intéressantes sur le plan de l'informatique et des mathématiques et de la physique aussi, de toutes ces disciplines scientifiques qui essayent de voir comment faire progresser les techniques et la science pour améliorer la performance des machines. Mais personne n'a l'idée que demain on va faire une IA qui résout n'importe quel problème. Ouais. Intéressant. Et alors du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a une exagération des capacités et ou de la dangerosité de l'intelligence artificielle? Ou peut-être, au contraire de l'exagération, est-ce qu'on sous-estime les capacités, on sous-estime la dangerosité? En fait, je pense qu'il y a les deux. Tu parlais tout à l'heure de technophiles et de technophobes, Laurent, et je pense que il y a un peu une polarisation entre deux visions. Des gens très très technophiles, très enthousiastes, qui disent et qui du coup ont tendance à exagérer en se disant c'est super, les machines vont tout résoudre. Donc là il y a une exagération des capacités de la machine, et puis parfois il y a au contraire une position un peu technophobe qui a tendance à minimiser la capacité de la machine et à perdre de vue que effectivement ce sont des outils extraordinaires et qu'il faut s'en servir et s'en servir bien. Et après tu parlais, Nassim, tout de suite de dangerosité. La dangerosité c'est autre chose. La machine n'est pas dangereuse en elle-même, elle est dangereuse par l'usage qu'on en a. Si je prends un couteau à beurre, je peux me beurrer une tartine ou je peux blesser quelqu'un si je m'en sers mal. Avec un couteau à beurre, c'est compliqué. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut vraiment y aller. Et c'est pareil avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, demain, un étudiant de Bac+5 peut écrire un programme qui reconnaît des visages, l'asservir à une commande de tir sur un pistolet automatique et donc faire un robot tueur.
C'est possible, je veux dire, ça nécessite pas non plus des compétences extraordinaires. On a ça sous la main. Mais le même étudiant peut aussi faire un petit programme qui lit des phrases dans une langue, les envoie sur un traducteur et les lit ensuite avec un générateur de texte pour faire de la traduction automatique pour des gens dans la rue, des gens qui sont perdus et qui ont besoin d'aide. Ouais, c'est pas l'outil le problème, c'est l'utilisation qu'on en fait. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait exactement. Moi, je trouve la question hyper importante. On pose mal le problème en fait. Je crois que c'est très très sain de dire l'IA, elle est hyper impressionnante. Et là, moi, je suis complètement adepte, c'est fabuleux. Mais ça n'est qu'un outil. Et un outil, par lui-même, n'est pas dangereux ou automatiquement bon. Ça dépend totalement de ce qu'on en fait. C'est très important d'avoir à l'esprit que derrière le mot outil, il y a l'utile et l'utilisation. Donc, les utilisateurs, ça veut dire que tout dépend de nous. Et donc, par elle-même, l'IA, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle est remarquable, mais ni bonne ni mauvaise. Et compte tenu de l'évolution des choses et du caractère politique qui rentre en jeu, est-ce qu'on tend pas à ce que l'outil soit utilisé de manière un peu déviée ou... Mais c'est le cas. Enfin, on parle beaucoup de Trump en ce moment parce que c'est vrai que chaque jour il nous invente un nouveau truc pour faire parler de lui. Mais en 2016, lors de sa première élection, il y avait eu un usage malveillant de l'intelligence artificielle. C'est le scandale de Cambridge Analytica qui est maintenant bien documenté, dans lequel effectivement Facebook avait vendu des données à une société qui avait fait de l'analyse avec des algorithmes d'IA pour identifier les thématiques sur lesquelles il pouvait faire basculer quelques électeurs qui étaient plutôt au centre. Et donc c'est de l'usage, alors malveillant ou bienveillant, je sais pas de quel point de vue on se place. Je pense que les Républicains ils trouvaient que c'était plutôt bienveillant, mais c'est de l'usage abusif en tout cas d'une technologie pour au bénéfice de quelques-uns et peut-être au détriment de la foule, enfin d'une multitude. Donc cette notion de bien, de mal, elle est typiquement humaine et elle est propre à comment nous interprétons les choses. Les gens me demandent souvent, quelle différence entre la réglementation européenne, les Chinois, les Américains sur l'IA. Et là, on voit à quel point c'est culturel, cette notion de bien, de mal, de juste et de pas juste. Donc à nous de définir ce qu'on considère comme juste et pas juste et à faire en sorte que les usages de nos outils, et en particulier de l'IA, soient conformes à notre morale et notre éthique, qui peut ne pas être la même d'un pays à l'autre. On peut tout à fait accepter ça. Moi, je trouve hyper importante la question, et du coup, je trouve très bien qu'on l'explicite complètement. On est sur des questions spécifiquement humaines, comme Nicolas vient de le dire. La question des influences, des rumeurs, des pressions, des idéologies, de faire croire des trucs, c'est vieux comme le monde. En philosophie politique, partout dans le monde, pas seulement en Occident, on en parle depuis toujours. Et donc, on n'est pas dans une question nouvelle du point de vue de notre humanité et de la vie politique. Les questions du bien et du mal que vient d'évoquer Nicolas, du mensonge ou de la vérité, etc., elles sont toujours là. Elles sont juste déplacées. Déplacées, à partir d'une technologie remarquablement puissante. Et c'est ça qui fait la difficulté. Mais on a une question humaine. Moi, je voudrais donner un exemple que j'aime bien souligner, qui n'est pas adossé à une intention mauvaise. Au contraire, une intention d'être gentil. J'assure une formation il y a à peu près entre 10 et 15 ans auprès d'ingénieurs qui fabriquaient des logiciels pour le pilotage automatique des avions. On discute de la vigilance dans les cockpits, je sais plus comment, enfin voilà, de comment assister les pilotes humains. Et il y a un des ingénieurs qui dit brusquement, de toute façon, très bientôt, il y aura plus aucun pilote humain dans les cockpits. En passant, ça c'est un fantasme de l'aviation, parce que un robot, ça fait pas la greffe, ça coûte pas cher, etc. Donc en gros, l'idéal, c'est on va se débarrasser des pilotes humains. Et moi, je réponds à la fois exprès puis naïvement, je dis s'il y a pas de pilote humain, je monte pas dans l'avion. Et là, le gars révèle culturellement ce qu'il y a dessous. Il dit mais vous ne le saurez pas. Et ça, c'est un fantasme qui suppose deux, trois choses hyper importantes. Nous, ingénieurs humains, on est capable de fabriquer des systèmes technologiques qui sont systématiquement plus efficaces que les pilotes humains. Les pilotes humains, d'ailleurs, du coup, sont en fait pas compétents. Ça, c'est une espèce d'idéologie dans l'aviation. On voudrait faire croire que les pilotes humains sont pas compétents. Et puis, troisième chose, des pauvres petits voyageurs humains comme vous, Laurent, on va pas vous dire qu'il y a pas vous supporteriez pas qu'il y ait pas de pilote humain, donc on vous le dira pas. Mais ce mensonge-là, il était bien intentionné. Mais malheureusement, quand ça devient mal intentionné, ça devient très grave. Et il y a bien de ça aussi actuellement, quoi. Est-ce qu'on est sûr qu'il était bien intentionné, ce petit mensonge ?
Ah bah le gars, il était de bonne volonté, il voulait. Alors, en gros, l'idée de dire dans le monde de l'aviation, c'est les crashs, en gros, les catastrophes sont en gros dues aux humains. Bien sûr, ce qui est faux. Alors c'est faux à 100%, c'est totalement faux. Malheureusement, c'est beaucoup le cas, mais pas du tout à 100%, absolument pas. Et du coup, le fantasme, c'est de passer la limite, un autre point singulier peut-être, d'éliminer les pilotes humains des cockpits par souci de sécurité. Mais c'est faux. Il y a des tas de choses que des machines ne peuvent pas faire. Alors ce qui est la même considération avec les voitures, avec tous les autres véhicules, etc. De toute façon. Le coût des véhicules autonomes, c'était exactement ça. On en revient un petit peu. Je voudrais insister sur un point qui est très très important pour moi, dans lequel j'insiste beaucoup quand je fais de la vulgarisation scientifique sur l'IA, pour des raisons mathématiques qui sont pas si compliquées que ça à expliquer, mais là je vais pas prendre le temps, mais qui sont vraiment des choses de base que un étudiant de 3e année sait. Il n'est pas possible, il est mathématiquement impossible de faire un système de calcul qui résout parfaitement les problèmes de l'intelligence artificielle qu'on essaie de résoudre. Donc typiquement, jouer le coup parfait aux échecs, ça nécessite plus de temps de calcul qu'il y a d'atomes dans tout l'univers visible. Donc c'est impossible. On ne peut pas calculer le coup parfait aux échecs. Mais après, pour gagner aux échecs, on n'a pas besoin du coup parfait. Il faut juste jouer mieux que l'adversaire. Et l'intelligence artificielle, c'est que ça. C'est faire des programmes qui calcule des solutions pas trop mauvaises à des problèmes dont on sait mathématiquement qu'ils sont impossibles à résoudre de manière exacte. Donc par conséquence, tout le temps, l'intelligence artificielle va faire une erreur. C'est inévitable. Si je fais un programme qui ne fait jamais d'erreur, j'ai fait un programme qui calcule parfaitement. Et ça, je sais que c'est pas possible. Donc la conséquence, c'est bien qu'il y a toujours une erreur qui va apparaître. Et ça, les ingénieurs dont parlait Laurent à l'instant, ont tendance parfois à perdre un peu ça de vue. Et ils se disent, je vais faire un système qui n'aura aucune erreur, qui sera infaillible. Et parfois, ils font même aussi une confusion. Ils disent, bon, d'accord, mon système sera peut-être un peu faillible, mais il sera moins faillible que l'humain. Mais alors, ce qui est génial, c'est que quand l'intelligence artificielle se plante, en général, elle se plante lourdement. Parce qu'elle est dans cet autre monde, elle n'est pas dans notre monde à nous, elle est dans le monde du calcul, et donc la solution à laquelle elle arrive dans son monde du calcul est à 1000 lieues d'une solution qui nous semblerait raisonnable dans notre monde réel. Donc on va assez souvent s'en rendre compte que ça va pas du tout. Et c'est le GPS qui vous dit de tourner à gauche pour aller dans le lac, c'est ChatGPT qui hallucine en vous disant que on sait pas bien qui a inventé la machine à courber les bananes, mais que c'est quand même une super invention. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Et là on s'en rend compte. Et donc la solution, elle est évidente, elle est devant nos yeux. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces machines ? Il faut mettre des humains compétents qui utilisent ces machines pour tout ce qu'elles ont de bon, parce qu'effectivement, statistiquement, la machine va probablement faire moins d'erreurs que l'humain. Mais à chaque fois que la machine se trompe, l'humain qui est présent va pouvoir s'en rendre compte. Il va dire non mais là ça va pas, c'est pas ce que je voulais. Et donc, comme il a une compétence qu'il a gardée, évidemment, s'il a renoncé à sa compétence, ça marche pas. Mais s'il a lui-même été formé, s'il est lui-même compétent, il va dire bon là je rattrape ce que fait la machine et c'est moi qui gère. Et le reste du temps, non, je délègue à la machine parce que je sais qu'elle fait bien, qu'elle fait vite et qu'elle se trompe quasiment jamais. Mais chaque fois qu'elle se trompe, il faut que je sois là. Et donc ce mythe de supprimer l'humain, il est délétère en fait. Il est complètement à côté de la plaque. On peut trouver des exemples très très simples. C'est qu'il y a beaucoup de sites, par exemple de l'État, du gouvernement, de la fonction publique, où on a voulu par souci d'économie faire exclusivement des sites qui fonctionnent en gros par Internet et des machines. Mais quand il y a un problème, on n'a personne. Il y a personne pour aider à résoudre le problème. Ça, c'est gravissime. Et l'équivalent, je reviens à l'aviation, c'est de rêver qu'on pourrait enlever les pilotes humains des cockpits, mais c'est pas le bon arbitrage. Le bon arbitrage, c'est d'aider au maximum les pilotes, d'ailleurs en s'adossant à l'expérience professionnelle des pilotes, ce qu'on ne fait pas du tout suffisamment. C'est-à-dire de demander aux pilotes quel système vous aiderait. Et on ne le fait pas à tel point que parfois on met en place des systèmes dans les avions dont les pilotes ne sont pas au courant. Donc on les met carrément hors jeu, alors que Absolument. Ça devrait être les premiers sollicités. Absolument. Il y a, pour le coup, je trouve très important de donner des exemples qui malheureusement sont devenus célèbres parce que c'était des catastrophes. En 2018 et 2019, avec ce fameux Boeing 737 MAX, il y a eu 2 crashs au décollage. Dans le premier, alors je décris très vite le système. Dans le vol Rio-Paris, un problème qui s'est posé, c'est que les sondes de vitesse ont donné une info au système de pilotage automatique, comme quoi l'avion allait trop vite. Et du coup, automatiquement, l'avion s'est cabré, et c'est en se cabrant que l'avion freine. Mais comme il n'allait pas trop vite, en se cabrant, il a commencé à décrocher, à tomber.
Et les pilotes humains ne se sont pas rendus compte assez vite que c'était le cas. Il aurait fallu, s'ils s'en étaient rendus compte, qu'ils fassent plonger l'avion. Et là, il reprend de la vitesse et il peut reprendre sa position normale. Et là, du coup, on a de nouveau une bonne intention. Chez Boeing, l'idée est de dire, on va créer un système automatique. Au cas où les pilotes humains ne se rendent pas compte assez vite que l'avion est cabré à mauvais escient, on va mettre un système automatique qui va faire plonger l'avion automatiquement et ils pourront récupérer la bonne vitesse. Le principe est bon. Mais le problème qui s'est passé en 2018 et 2019, c'est que le calcul, là on revient aux erreurs dont parlait Nicolas, le calcul est fait au moment du décollage. Et au décollage, c'est normal qu'un avion soit cabré. Il monte. Eh ben, le calcul a calculé, on va trop vite. Pardon, on va trop lentement. Et donc a fait plonger l'avion. Ouais. En 2018, les pilotes humains n'étaient même pas informés que le système était implanté. En 2019, les pilotes humains étaient informés que le système était implanté. Là, on va à une question éthique gravissime. Ils étaient informés que le système était implanté, mais ils n'avaient pas reçu la formation pour désenclencher le système en cas d'erreur. Et cette formation était payante. C'est pas vrai. Et donc, les compagnies d'aviation ont dit, non, c'est trop cher. Boeing, qui voulait se faire de l'argent, a dit, non, ça c'est payant. Et donc, le deuxième cas en 2019 est encore pire que le premier. Les pilotes ont très bien compris ce qui se passait, mais ils n'ont rien pu faire. Et ça, c'est pas du tout les technologies qui sont en question. Si on est bien averti qu'il y a des erreurs possibles, on ne dit pas on va remplacer les pilotes humains. On fait autrement, c'est-à-dire la bonne gestion, c'est un bon arbitrage des relations humains-non humains. Et ça, il le faut, les machines sont hyper utiles. Mais dans ce cas-là, il faut le faire avec les pilotes humains. Et là, on a des bons fonctionnements. Je voudrais me donner une note optimiste. Aujourd'hui, dans les universités, dans le monde entier, c'est là-dessus que les gens travaillent en IA. L'avenir de l'IA, on sait que c'est dans l'interaction entre l'humain et l'IA. Donc, il y a de plus en plus de questions de recherche sur l'IA explicable, et là, ça a plein de sur sens. l'IA éthique, là, c'est ces super. questions-là. Et ça se développe à toute vitesse. Et en plus, l'Europe a une énorme avance dans le monde sur ces sujets-là. Parce que de tout temps, on s'est beaucoup intéressé à ces questions éthiques, explicabilité. Ça, c'est une bonne nouvelle, que l'Europe ait de l'avance, parce que ça permettra éventuellement de fortifier l'Europe dans un contexte politique assez problématique. Si on fait le ChatGPT européen demain, on sait qu'on le fera pas de la même manière que les Américains et les Chinois. Ça, on le sait déjà. Ce qui est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Alors, avant de développer ça, Nicolas, je vais poser une question qui est peut-être au niveau zéro parce que je suis pas forcément scientifique. Mais est-ce qu'on n'a pas une solution à tous les problèmes? C'est-à-dire que lorsqu'on a une équation, on n'a pas forcément une solution qui peut être trouvée par un être humain ou une intelligence artificielle. On a des équations qu'on ne peut pas résoudre. Oui, alors c'est ça, c'est qu'on peut pas résoudre toutes les équations, et en plus tout se modélise pas sous forme d'équations. Et dans le cas particulier de l'intelligence artificielle ce sont des machines de calcul, et donc il y a toute une théorie du calcul qui a été mise en place par Alan Turing dans les années avant la guerre, plutôt dans les années 30. Donc Alan Turing, je sais pas si tout le monde connaît, mais c'est un mathématicien de génie. Dans les années 30, il a théorisé, pas tout seul, mais il a contribué à la théorisation de ce que c'est que le calcul. Il a fondé un peu les théories de la calculabilité et de la complexité, qui expliquent ce qu'on peut calculer avec une machine. Et puis ensuite, pendant la guerre, il a été très connu grâce à Enigma, et il a contribué à casser le code secret de la machine Enigma des Allemands. Et puis après la guerre, il a inventé l'intelligence artificielle, pas tout seul, mais il est le premier à avoir dit, tiens, on pourrait faire un truc avec ces machines de calcul qu'on appellerait intelligence mécanique, et qui est devenue intelligence artificielle. Ah oui, j'avais pas fait le lien, parce que j'avais vu le super film qui a été fait. Voilà, c'est le même personne, exactement. Ok, très bien. Okay, le personnage d'Imitation Game, joué par Kramer Bark. Ouais. Et c'est effectivement, une partie de cette histoire de ce type génial, c'était vraiment un génie, Alan Turing. Et donc, dans la théorie de la calculabilité et de la complexité, on sait qu'il y a des choses qui sont impossibles à calculer. Par exemple, il n'est pas possible de faire un programme qui vérifie si un autre programme s'arrête. Alors attends, il n'est pas possible de faire un programme tel que je lui donne n'importe quel programme et il me dit ce programme va s'arrêter ou pas. Ça a été montré, c'est le problème de l'arrêt, et on sait que le problème de l'arrêt est incalculable. Donc il n'est pas possible de calculer oui ou non de manière, pour n'importe quel programme, on peut pas faire un programme qui le fait pour tous. Et donc il y a d'autres problèmes qui sont pas calculables, et puis il y a des problèmes qui sont calculables mais qui sont trop complexes à calculer. L'exemple que je donnais sur les échecs, calculer le coup parfait aux échecs, la plupart des gens pensent que le coup parfait aux échecs, il existe. C'est-à-dire que si j'ai les blancs, je gagne à tous les coups, à condition de savoir comment jouer ma série de coups qui m'emmène toujours à la victoire. Et le problème, c'est que calculer ce truc-là nécessite plus d'opérations de calcul, mais des milliards de fois plus d'opérations de calcul qu'il y a d'atomes dans l'univers visible.
Donc c'est inatteignable. C'est pas une histoire de demain les machines iront un peu plus vite. C'est même dans 1000 ans, les machines n'iront jamais à cette vitesse-là, et donc on ne pourra jamais l'atteindre. Donc c'est des choses qui sont calculables, c'est les équations qui sont peut-être solutionnables, mais la solution, elle est trop compliquée à calculer, on pourra jamais l'avoir. Et on a des collègues dans mon laboratoire qui font de la simulation de mécanique des fluides, donc de la physique de comment les transferts de chaleur se font dans des fluides. On simule de plus en plus finement ces transferts de chaleur et ces mouvements au sein du fluide, mais on sait que cette simulation a toujours une part d'erreur, parce que le résoudre exactement nécessiterait un calcul qui est impossible. Et donc les équations que manipulent les physiciens, on sait qu'on ne peut pas les résoudre de manière exacte. Mais en même temps, on les approche de plus en plus finement à mesure que les capacités des ordinateurs nous permettent de devenir de plus en plus performants. Mais ça reste un travail monstrueux. Exactement. Je sais pas très bien si l'expression est encore utilisée et le sens qu'elle aurait maintenant, mais moi je sais qu'il y a à peu près 20-25 ans, on entendait beaucoup dans les générations jeunes se dire les uns aux autres « je te calcule pas ». Ça existe encore. Je trouve ça hyper intéressant parce que je te calcule pas, ça veut dire je te contrôle pas en un certain sens, hein. Je te maîtrise pas. Et en fait, c'est fabuleux de pas se maîtriser les uns les autres. On se rencontre. Et du coup, l'idée de la rencontre par rapport au calcul, ça n'a rien à voir. Et donc, on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on calcule tout? Peut-être qu'il ne le faut surtout pas. Alors, si en plus c'est impossible, c'est pas mal de rêver autrement, quoi. L'idée de rencontrer quelqu'un, une histoire d'amour, ça se calcule pas. Ou alors, c'est du consumérisme. Tout récemment, j'ai des étudiants qui ont fait un travail remarquable sur les rencontres amoureuses ou simplement pour des rencontres d'un soir sur Internet. Et ils ont déduit, mais en fait, les sites favorisent qu'on s'utilise les uns les autres. Et je vais aller jusqu'au bout de l'expression qu'ils ont utilisée à un moment. Quasiment, on se consomme les uns les autres. C'est effectivement un terme qui est utilisé très souvent. Oui, ouais. Absolument. Mais la consommation, c'est pas très loin de se manger, hein. Donc on ne serait pas très loin du cannibalisme. Est-ce qu'il faut vraiment se calculer jusqu'au bout? Je crois qu'il faut mieux pas. Et ça veut dire que du coup, on peut dire, mais on se rencontre. On est absorbé par un vocabulaire économique qui va très bien avec les technologies, qui nous ravalerait à l'idée de calcul. Et c'est pour ça qu'il est si important, non pas de râler contre l'IA, etc. C'est pas du tout ça. Les technologies sont remarquables. Mais de les situer, de les replacer dans leur contexte. Or, le contexte, c'est notre contexte humain. Et moi, je préfère largement l'idée de rencontre, que ce soit une rencontre amoureuse, amicale, professionnelle, etc., à l'idée qu'on ne fait que calculer. Ça n'a aucun sens, quoi. C'est utile de calculer, mais... Ça donne clairement plus envie. Hein. Mais c'est pas indépendant à notre monde moderne et la société dans laquelle on vit de, justement, oublier cette idée de rencontre et de favoriser la consommation. Parce que c'est dans ça qu'on baigne, en fait. On est bien d'accord. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ouais. On peut renvoyer à des expressions comme « je consomme de la musique ». Mais on oublie que ça s'écoute. Je consomme de la peinture. On oublie que ça se contemple. Je consomme, prenons un plat hyper sophistiqué, mais on peut imaginer n'importe quoi qu'on aime beaucoup, mais ça se consomme ou ça se savoure, ça se déguste, etc. Donc en gros, retrouver les nuances des différentes facettes de la vie, c'est capital. On consomme pas un parfum, on le sent. Et donc, c'est très important de pas se laisser prendre, et là, c'est pas l'IA maintenant qui est en jeu, hein, c'est la culture économiciste contemporaine, qui sert beaucoup les intérêts d'entreprises qui sont très satisfaites de faire de nous seulement des consommateurs. Mais on n'est pas du tout seulement des consommateurs. Et moi, l'exemple qui me saute aux yeux, c'est la consommation de contenu informatique avec les réseaux sociaux, avec les plateformes de streaming. On se retrouve dans une logique de consommation pure et dure, du début à la fin. Et c'est là qu'on perd beaucoup le sens de la présence au sens de la concentration. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de développer ce qu'on appelle maintenant une économie de l'attention? Ouais. C'est parce qu'on perd le sens de la concentration. Et du coup, on perd le sens de nos véritables vies. C'est-à-dire, on est là, on a une seule vie jusqu'à nouvel ordre, hein, c'est invérifiable, mais il semble bien qu'on ait une seule vie. Eh ben, la vivre à fond, c'est faire comme les artistes, en fait. Il y a sans doute pas plus vivant que les artistes. Le très grand philosophe Nietzsche en avait le pressentiment. Les artistes, ils ont le sens de l'unicité des moments, de la présence et de la saveur. Et ça implique une totale présence au monde. Et quand on est constamment connecté, en fait, on n'est jamais avec soi-même.
Et du coup, on se perd en quelque sorte. Hein. On le sait malheureusement, il y a plein d'effets collatéraux graves d'être constamment sur des écrans. Quoi. Alors, si j'ai mentionné ça, c'est parce que effectivement, je vous l'ai pas dit juste avant, mais avant mes études de sport, je faisais des études d'art. Donc, j'ai une licence en art plastique, j'ai fait un master aussi en cinéma. J'ai un amour profond pour tout ce qui est cinématographique. Alors, je promets que c'était pas télécommandé. Moi, je savais pas tout ce profil-là. Et c'est pour ça que j'ai mentionné la consommation de contenu, qui pour moi est une aberration, parce que effectivement, quand je suis devant un film, j'éprouve des choses. C'est pour moi des tas de sentiments. Absolument. Et cette logique de consommation, elle me rend profondément triste. Surtout pour le cinéma, parce que c'est ma passion. Mais je comprends que ce soit le cas pour n'importe quelle autre chose. Qu'il faille se distraire, se reposer en rigolant de manière légère, en lisant de la science-fiction, aller voir un film, même mauvais, mais drôle et tout, c'est super. Mais, comment dire, on perd le sens des vraies saveurs si on perd aussi le sens des vraies difficultés. Or, la consommation, c'est un peu comme si il n'y aurait plus ni saveur ni odeur. Hein, tout serait complètement échangeable de manière équivalente. Mais ça n'a plus de saveur. Il y a une conscience dans toute l'humanité très profonde et très ancienne qu'il ne faut pas perdre de vue, qui est que il n'y a pas de sens de la vraie joie, de la vraie exaltation, sans la reconnaissance lucide que la vie est aussi tragique. Et cette tension entre tragédie et comédie, entre l'effondrement de la tristesse et puis l'exaltation totale d'une joie complètement accomplie, ça va ensemble. C'est la vie, elle est comme ça. Et quand on n'est que consommateur, c'est un peu comme si on voulait ne pas le voir. Et comme si du coup la vie, la mort n'avait pas beaucoup de sens. Hein. On fait comme si la mort n'existait pas, mais on ne vit pas non plus. Il y a quelque chose qui est très à la mode en ce moment sur les smartphones en particulier, qui sont ces compagnons virtuels. Faites-vous votre petite copine virtuelle qui vous dira toujours oui, quoi que vous demandiez, qui sera toujours d'accord avec vous. Mais en fait, c'est super triste parce que c'est pas ça la vie. La vie, c'est la contradiction, c'est la rencontre avec l'autre. Je ne suis pas d'accord. C'est vrai? Non, ah oui, la contradiction, bah oui. Mais c'est ça la vie. C'est ces moments justement inattendus et où on se confronte à l'autre. Et en fait, c'est un peu inquiétant. Moi, je trouve qu'on se dit, dans une situation où je suis malheureux, je manque de relations sociales, je vais aller me réfugier vers ces outils numériques qui me mettent complètement dans la position de consommateur dont tu parlais à l'instant, Laurent. Donc en gros, c'est facile, c'est sans saveur, c'est toujours oui. Et puis c'est quand je veux. Et ça isole. Et en fait, ça m'isole. Ça isole et ça nous désapprend le sens de la relation. Le sens de la rencontre. Une rencontre, c'est toujours risqué. On peut se planter. On peut embaucher quelqu'un et s'apercevoir peu de temps après ou longtemps après que c'est une erreur de casting ou que c'est quelqu'un d'infernal. Et puis on peut, attention, ça peut être affreux, hein, une rencontre ratée. Mais on peut aussi embaucher quelqu'un sans se rendre compte que c'est une merveille. Absolument. Et s'en rendre compte progressivement. Et là, c'est un éblouissement, quoi. Tu vois, juste avant, Nicolas, on a parlé de science-fiction. Mais quand on prend des scénarios de science-fiction, on se retrouve avec des mondes sans saveur, qui parfois sont utopiques, d'autres fois dystopiques, où on a des personnes qui consomment un cube nutritif comme source d'alimentation, qui n'ont pas de difficultés parce qu'ils sont isolés et ils ne sont pas perturbés dans leurs émotions, etc. Est-ce qu'on n'y est pas déjà un petit peu? Est-ce que la science-fiction commence pas à devenir réalité? Alors, la science-fiction... Bon, j'exagère, évidemment. Non, mais la science-fiction a toujours eu effectivement un rôle pas prédictif, mais un rôle d'anticipation. On parle de littérature d'anticipation et qui parfois tombe juste. Moi, tout le monde connaît Jules Verne et effectivement, il avait quand même dans ses romans anticipé des choses. Tout le monde parle en général de la Terre à la Lune. Est-ce que vraiment à l'époque de Jules Verne, on pouvait imaginer qu'on irait un jour sur la Lune? Je ne sais pas. Je sais que ma grand-mère racontait quand elle était petite fille et qu'elle avait dit à ses parents peut-être qu'un jour on ira sur la Lune. Ses parents lui avaient dit bah non, ma pauvre, tu racontes n'importe quoi. Et donc voilà. Donc comme quoi Jules Verne avait effectivement été visionnaire, mais plus récemment le Wang, qui est la trilogie de Pierre Bordage, qui parle, donc qui a été écrite dans les années 90, qui parle de frontières qui séparent les grandes civilisations les unes des autres, avec d'un côté les pays du Sud pauvres et les pays du Nord riches, qui parle de monde numérique virtuel dans lequel on s'enferme avec des sensations pour regarder des jeux en ligne. Ce gars était ultra visionnaire, en fait. C'est pas mal de choses qu'il raconte dans sa dystopie se retrouvent malheureusement, alors évidemment en partie, hein, pas totalement, mais dans le monde réel. Donc oui, je crois que les écrivains, les artistes,
de tous les artistes, pas que les écrivains, ont cette capacité à se projeter un petit peu au-delà du présent, pour nous décrire des choses qu'ils craignent sur l'avenir, mais aussi parfois des choses positives sur l'avenir. J'ai un roman de science-fiction que j'aime beaucoup, que j'ai lu il y a quelques années, qui s'appelle Elstree de Christian Léourier, dans lequel un humain dans un monde futur, sur une planète lointaine, est dans des camions complètement autonomes qui doivent accomplir une mission. Et en fait, il sert à rien. Les machines pourraient très bien le faire sans lui, parce que là, elles sont pour le coup, c'est de l'intelligence artificielle complètement générale. Les machines ont tout dépassé, mais juste il est là parce qu'il faut qu'il surveille que tout se passe bien. Et en fait, il fait n'importe quoi, et les machines jusqu'au bout essayent de le sauver, de l'empêcher de faire n'importe quoi. Bienveillante, quoi. Elles sont ultra bienveillantes, en fait. Bon, finalement, il fait tellement de bêtises qu'à la fin, il en meurt. Et bon, les machines sont un peu désolées, mais en fait, elles sont pas désolées. Du coup, après, elles terminent la mission, quoi. Après, c'est détourner de la mission pour faire tout ce qu'elles pouvaient pour l'aider. Elles finissent par dire, on peut plus rien faire. Maintenant, on va livrer le colis comme on est prévu de le livrer au départ. Et je trouve que c'est amusant aussi. C'est amusant. On peut faire de la science-fiction, parfois négative, pour montrer les travers de la société dans laquelle on est. Et Black Mirror, la série télévisée, par exemple, est très connue pour ça. Et on peut faire de la science-fiction aussi positive pour montrer un avenir éventuellement désirable et intéressant. Enfin, donc voilà, moi je suis assez positif sur le rôle de la science-fiction. C'est vrai qu'on est souvent marqué par les choses un peu négatives parce que ça nous fait peur. On aime bien on se fait plaisir à se faire peur. On va se dire, oh là là, pourvu que ce soit pas comme dans Soleil Vert où on va manger des petits cubes qui sont fabriqués à partir des morts. Voilà, on n'a pas envie que ce soit, pourvu que ce soit comme dans Gattaca, on va se retrouver avec de l'eugénisme poussé au maximum et on va sélectionner les gens. Donc, pourvu que ça soit pas comme ça. Et en même temps, à chaque fois dans ces films, il y a une lueur d'espoir qui repose toujours sur l'humain, sur la différence, sur la rencontre, sur le fait de sortir de cette fadeur dans laquelle on vit. Il y a un truc. Moi, d'abord, je suis très content du tour de la discussion parce que on part de l'IA et maintenant on parle d'humanité. Ouais. Et sans enlever du tout l'importance de l'IA, qui est un outil extraordinaire pour le coup, mais un outil. Ou seulement un outil, pas plus que ça, mais pas moins que ça. Et je trouve très bien que Nicolas ait évoqué Bienvenue à Gattaca, qui est un film remarquable, qui renvoie indirectement à la puissance de la vulnérabilité. Il y a un rêve de toute puissance au travers des technologies. Ce rêve, il est archaïque. Il est venu avec notre humanité. Comme nous sommes, je rappelle ce truc, de mémoire biologique pauvre, on est hyper faible. Nous prenons, tous les humains, nous prenons naissance hyper vulnérables. Et du coup, en contrepoint, il y a un rêve de toute puissance. On va dépasser enfin cette vulnérabilité initiale insupportable. Mais en fait, cette vulnérabilité, elle est notre atout. Parce qu'elle fait de nous une espèce profondément adaptable. Alors, c'est pas facile. Il y a énormément d'efforts à faire pour apprendre sans cesse. Il y a du travail, il y a du labeur. C'est à la sueur de notre front, pour citer de grands textes. Voilà, c'est épuisant d'être dans un labeur. Comme les artistes, quand ils font des œuvres, c'est un énorme travail. Mais c'est là que vient le goût des choses. Et du coup, on peut pousser, c'est pas du tout provocateur et insolent mon propos. On peut pousser jusqu'à dire, en fait, les personnes qui ont un handicap, elles sont peut-être encore plus humaines parce que encore plus poussées à un effort qui les humanise. Et je crois que c'est très très intéressant qu'on réapprenne, c'est pas un propos vieux jeu, qu'on réapprenne le sens de l'effort. Parce que quand quelque chose est difficile à acquérir, une fois qu'on l'a, mais qu'est-ce que c'est super, quoi. Quand on sait pas cuisiner, mais qu'on apprend et brusquement on fait un plat génial et qui est extrêmement bon, mais c'est un plaisir d'une immense satisfaction. Tu es artiste, tu le sais du coup mieux que la plupart des gens qui sont pas artistes, mais en gros, arriver à faire une œuvre qu'on trouve belle, et on en a bavé pour ça, il faut de l'attention, de la précision, du doute, de l'inquiétude, des fois on croit qu'on n'y arrivera pas, et puis ça marche, c'est fabuleux, quoi. C'est une satisfaction incomparable. Et c'est pareil en sport aussi. Exactement. On peut prendre ce parallèle également. Soit le fait on s'entraîne pendant des semaines, des mois, des années, pour arriver à un moment, un record, un succès, une victoire, c'est un dépassement qui ne peut passer que par l'effort, mais le plaisir est décuplé par l'effort précédent, en fait. J'ajoute le consumérisme, c'est l'inverse, c'est j'ai tout de suite, et je mesure pas que, en fait, je pourrais acquérir autrement et de manière beaucoup plus savoureuse, quoi. Mais est-ce que d'un autre côté, c'est pas spécifiquement humain de chercher des moyens de s'économiser avec justement la création d'une intelligence artificielle pour
multiplier ses chances de survie en fin de compte. Mais depuis toujours, enfin, l'humanité, comme tu le disais Laurent, l'humanité naît dépourvue d'outils et donc commence par se fabriquer des outils pour se dépasser, bien sûr. Donc c'est censé que le transhumanisme, au sens de munir les humains d'outils, c'est complètement dans notre nature. On peut peut-être formuler le truc en disant l'humanité, c'est en fait une dynamique d'humanisation. Et pourquoi je dis ça, c'est que si on arrivait à avoir des outils définitifs, il y aurait plus de sens à notre existence. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut rater et toujours recommencer, mais quoique, je pense à un très grand auteur qu'il faut recommander à tout le monde de lire, Albert Camus. Albert Camus, dans L'Homme révolté, publié en 1951, fait remarquer que toutes les révolutions qui se veulent mondiales, nous permettant de faire table rase du passé, et ça de manière définitive, conduisent à l'exact inverse, à des terrorismes. Eh ben, le transhumanisme, peut-être pas délibérément, mais se veut être une révolution mondiale, nous permettant de nous débarrasser du passé, ça veut dire de notre humanité, et ça de manière définitive. L'idée de la singularité. Méfions-nous beaucoup de ce que ça impliquerait. Et en contrepoint de ça, Camus écrit le mythe de Sisyphe, c'est ce personnage de la mythologie qui pousse un rocher en haut d'une colline. Et la catastrophe, c'est que quand il arrive en haut de la colline, le rocher retombe. Oui. Or, Sisyphe le sait que le rocher retombera toujours. Mais il réessaye sans cesse. Et la dernière phrase du bouquin, c'est « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Alors on se dit « Mais il est fou ». Mais non. Heureux de quoi ? Heureux d'essayer. Quand Mozart écrit une symphonie, il essaye. Bien sûr, il est habité par du génie, mais il bosse, quoi. En fait, il n'y a pas que le génie, il y a le travail. Et ben voilà, et on peut arriver à certains résultats, mais le résultat définitif, en fait, c'est qu'on meurt. Il faut peut-être le retarder le plus possible. J'aime beaucoup. Faut mieux échouer à mourir. Ouais, voilà. La première question de Camus, quand il se met à philosopher, parce qu'il a fait de la littérature et de la philo, etc., il dit, la seule question philosophique fondamentale, c'est de savoir s'il faut se suicider. Donc il prenait très au sérieux la question que je viens d'évoquer. C'est pas et moi je dirais volontiers non. On est sur ma réponse c'est non. Au moins précisons-le pour que ce soit très clair. Voilà. Nicolas, on va revenir sur ce que tu as abordé précédemment et sur quoi on travaillait actuellement. C'est-à-dire les progrès de l'intelligence artificielle, les progrès de l'Europe par rapport à ça. Vers quoi on tend ? Ok. C'est une question assez générale, je suis désolé, mais... Non, c'est une question qui est très intéressante. Vers quoi on tend ? Alors, je dis ok, ma réaction un peu, c'est que on me pose souvent cette question et je veux juste rappeler en préambule que les scientifiques, on n'est pas fait pour prédire l'avenir, c'est pas notre boulot. On est assez mauvais là-dedans d'ailleurs. C'est les artistes, c'est eux qui prédisent l'avenir. Enfin, on parlait de la SF avant. Si on veut avoir la réponse sur l'avenir, c'est plutôt vers eux qu'il faut se tourner. Nous, notre métier, c'est de regarder le passé pour expliquer le passé et étudier le présent. Et l'avenir, on essaie de le construire avec ça. On s'appuie sur le passé et le présent pour construire l'avenir, mais on est assez mauvais pour prédire l'avenir. Donc, je veux pas trop m'engager en disant l'avenir, il est là. Mais est-ce qu'une démarche scientifique n'implique pas de se donner un objectif et d'essayer de l'atteindre ? C'est ça. On dit, il faudrait aller dans cette direction. Okay. Et comment aller dans cette direction ? Pourquoi cette direction est-elle intéressante ? Sur la base de ce que je connais du passé. Bien sûr. Mais ça veut pas dire qu'il y a peut-être une autre direction qu'on n'a pas vue et qui est aussi intéressante. C'est ça, voilà. Donc il y a effectivement cette démarche d'exploration qui nécessite d'être très humble par rapport à l'avenir. On est assez confiant par rapport au passé puisque c'est notre métier de savoir le passé et le présent et de le comprendre. Il faut rester humble vis-à-vis de l'avenir quand on est des scientifiques et éviter de trop s'engager sur ça va être comme ça. Mais ceci dit, il y a quand même des choses qu'on peut observer. Quand je regarde ce qui se fait en informatique aujourd'hui, donc les domaines qui sont actifs aujourd'hui, sur lesquels travaillent les chercheurs pour dans 10, 15, 20, 30 ans, à la recherche, on est dans ces temps-là, on a effectivement les émotions, les comportements sociaux. On sait que les IA, qui sont des systèmes de calcul programmés pour résoudre des tâches, sont assez mauvais pour faire autre chose que la tâche. Ouais. Et du coup, elle manque effectivement d'empathie, de capacité d'interaction. Or, nous, les humains, on dit souvent, les gens qui font du coaching disent souvent 80% de la communication, on passe par du non-verbal. Ça, c'est des phrases qu'on entend. Alors, le 80% me gêne toujours parce que je sais pas comment c'est mesuré, mais c'est pas... Là, il y a une idée derrière qui passe bien, qui est facile à comprendre. On sait que les êtres humains, quand on interagit avec l'intégralité de nos modalités, et donc pas juste le contenu verbal, mais il y a effectivement le ton de la voix, les sourires, les expressions du visage,
tous les comportements socio-affectifs qui sont étudiés depuis Darwin, qu'on connaît très très bien. Et donc les comportements socio-affectifs qui font de nous des êtres humains, ça serait quand même super bien que les machines soient capables aussi d'utiliser ces médias-là et pas de se cantonner aux 20% de verbal qui sont le minimum qu'on sait faire aujourd'hui. Donc il y a des travaux là-dessus et il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles on essaye de développer ces travaux. Alors j'ose une question. Pourquoi ça serait bien? À quoi ça sert? Alors à quoi ça sert? C'est ce que je viens d'essayer de te dire. Puis en plus ta question est biaisée puisqu'on en a déjà discuté et tu connais ma réponse. Oui, mais c'est bien qu'on puisse l'entendre. C'est précisé. En fait, nous les humains, nous avons besoin de ces modalités d'interaction. Donc en passant à côté, on rend plus compliqué l'interaction que nous avons avec ces systèmes. Je vais donner un exemple qui est très parlant et il faut vraiment dépasser l'idée que ça serait un cas particulier pour des raisons de jouets ou économiques. C'est pas du tout le cas. On a un collègue qui dirige une unité de soins à Bordeaux. Il s'appelle Pierre Philippe, le chercheur. C'est un médecin connu dans son domaine qui a comme patient des gens qui dorment mal. Alors quand je dis qu'ils dorment mal, c'est pas comme nous quand on s'est réveillé cette nuit pour aller faire pipi. Ils dorment mal. C'est-à-dire ils se réveillent 12 fois par nuit, toutes les nuits. On peut souligner que pas dormir, c'est la mort. Voilà, oui. C'est vraiment. Donc là, c'est un enjeu très santé. Sérieux. C'est vraiment grave. Et c'est important. Il y a beaucoup il y a des centaines de milliers de personnes en France qui souffrent de cette maladie, de différentes maladies de troubles du sommeil. Et donc, pour faire ça, comment ça se passe, le suivi médical de ces gens? Tous les matins, ils remplissent un questionnaire qui sont ensuite envoyés à un infirmier. L'infirmier fait une petite synthèse et puis le médecin, une fois par mois, une fois par semaine, selon les besoins, rencontre le patient et adapte le traitement. Et donc, il y a ce remplissage du questionnaire. Et un jour, ce chercheur, parce qu'il connaissait nos travaux, s'est dit, tiens, on pourrait essayer un truc, on va mettre un personnage virtuel, mais un personnage virtuel empathique, donc capable d'exprimer des émotions, de se comporter comme un humain, qui va pas se faire passer pour un humain. Il dira pas je suis un humain, il dira je vais remplir avec vous le questionnaire. Et il parle, il pose des questions, et donc au lieu de répondre au questionnaire à la main, on discute avec une personne, et avec un agent, et cet agent a le comportement non verbal, donc facial, d'une personne. Donc il fait des sourires, il regarde les gens, et aussi incroyable que ça puisse paraître, les patients qui ont suivi ce protocole de soins ont vu leur santé s'améliorer significativement plus que ceux qui continuaient de remplir le questionnaire papier. Et on est d'accord que c'est le personnage virtuel qui réunissait les informations. Tentait juste de remplir le questionnaire avec. Ok, je comprends. C'est juste ça. Mais pourquoi? Parce que les humains, on a besoin de ces interactions sociales. Remplir un questionnaire, c'est rasoir. Ouais. Le faire avec un truc qui se comporte plus comme un humain, c'est moins rasoir. Donc on s'implique plus dedans. Et donc, on s'implique dans le protocole de soins et ça marche mieux. On sait qu'en médecine, la participation du patient dans le protocole de soins est fondamentale. Donc, moins rasoir au point d'être thérapeutique. J'aime bien formuler ce que Nicolas formule bien. C'est le chatbot là en question, le personnage, c'est une machine. Il n'éprouve aucune émotion, mais il simule impeccablement les émotions. Et ça peut être utile dans certains cas, effectivement. Moi, je sais bien que la réponse à ma question, mais à quoi ça sert? De manière locale, précise, ça peut servir énormément, bien sûr. Tant qu'on n'est pas dupe. Alors, les patients, quand ils remplissent, au niveau du vécu, ils sont dupes en un certain sens, parce qu'ils reçoivent une forme d'empathie. Et au point que ça les soigne. Mais sur le fond, c'est capital de bien passer le message. La machine n'éprouve pas les émotions qu'elle simule très bien. Et il y a d'autres exemples. Dans mon laboratoire, on a fait des simulations d'entretien d'embauche. Et ce qu'on a publié des articles qui montrent ça, parce qu'on a des chiffres assez parlants, les gens n'ont pas eu le sentiment de se comporter différemment face au personnage virtuel qui exprimait des émotions par rapport face à celui qui n'en exprimait pas. Eux, ils disent non, moi c'était pareil. Mais quand on les a filmés, quand on a regardé ce qu'ils faisaient, en fait, ils se sont comportés différemment. Donc, c'est ça qui est génial, c'est que on n'a même pas besoin d'être conscient qu'on se comporte différemment. C'est juste que naturellement, on le fait. Et si, en le faisant, ça nous aide à aller mieux, bingo, c'est à ça que sert la science. Oui, complètement. C'est pour aider les gens. Donc ça, c'est des choses, c'est un exemple de choses qui est très très important aujourd'hui en intelligence artificielle, c'est toutes ces questions autour de prendre en compte les dimensions humaines que les machines aujourd'hui ont du mal à prendre en compte. Et tu penses qu'on peut s'attendre à être confronté de plus en plus à ce genre de personnage virtuel bien sûr, dans d'autres ça va Alors, il y a des cas où ça sert à rien. Il y a plein d'entreprises qui disent, moi, sur mon système, je veux un chatbot texte parce que j'ai pas besoin d'un personnage virtuel, et très bien. Mais il y a des cas où effectivement c'est utile, c'est l'exemple du protocole médical dont je parlais à l'instant. Alors moi j'ai envie de rappeler une discussion qu'on a eue là-dessus. Moi je disais à un moment, mais c'est embêtant ces simulations. Et on est tombé d'accord, je crois, sur le principe, c'est que si on préfère, par exemple au Japon, il y a plein d'animaux domestiques en fait qui sont des robots.
Et du coup, c'est pratique, hein. Un chien qui fait pas caca, etc., c'est vachement plus pratique qu'un véritable chien qu'il faut balader. Mais il y a le soutien émotionnel, il y a... Oui, ouais. En revanche, les robots simulent très bien les émotions. Mais le danger de ce genre de truc, c'est un peu comme la petite copine qui répondrait toujours oui, au petit copain qui répondrait toujours oui, ça isole. C'est-à-dire que on peut provisoirement utiliser des palliatifs, des compensations pour aider les gens à récupérer une forme d'équilibre. Mais si on finit par n'être habitué que à des interlocuteurs fictifs qui ne font par exemple que ce qu'on veut, etc., on s'extrait de notre humanité. On n'est plus en relation avec les autres. Et ça, c'est potentiellement très, très problématique. Hein. J'extrapole un petit peu, mais est-ce qu'on pourrait se retrouver avec des intervenants virtuels en politique, par exemple? Un futur ministre virtuel, un futur président virtuel? Alors là, je vais faire la réponse de Laurent, mais pourquoi faire, en fait? Qu'est-ce qu'il aurait de mieux ou de différent qu'est-ce qu'on gagnerait à remplacer mon premier ministre par un personnage virtuel? Moi, j'ai une réponse plus tragique parce que j'ai cru que tu allais parler des profs. Or, c'est notre métier. Mais c'est vrai, ça aurait été... Pourquoi voudriez-vous nous remplacer par des robots? Non, mais qu'est-ce qu'on gagnerait? Moi, je pense qu'il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'en tant qu'humain qui fabrique une technologie, quel intérêt j'ai à faire cette technologie? Qu'est-ce que je vais faire gagner à moi ou à la société si je le fais? Là, sur l'homme politique remplacé par un personnage virtuel, j'ai du mal à voir l'intérêt. Ce qu'on va chercher, c'est l'homme politique, c'est un engagement dans une direction au service de la société. Et bon, cet engagement, même si je le simule sur un ordinateur, je vais pas y voir d'intérêt. Après, cette question, elle a été posée par Asimov, hein, le père des robots, enfin le père du livre Les robots, qui imagine un robot qui finit par se faire passer pour un humain, alors il est pas censé le faire, mais justement, il finit par travestir un petit peu les règles de la robotique pour se faire passer pour un humain pour le bien de l'humanité, et ça devient l'homme politique idéal. Il est parfaitement droit, incorruptible, toujours au service du plus grand nombre. Enfin bon, c'est l'homme politique parfait. Mais là, c'était un jeu encore une fois, c'est de la science-fiction, donc c'est un jeu de l'esprit. Là, j'ai du mal à voir ce qu'on pourrait faire avec un homme politique virtuel. Mais sinon, dans d'autres cas de figure, c'est vraiment des implications réelles qui vont être développées. C'est ça. Ouais. En général, on développe nos technologies et on attaque nos problèmes. Alors l'informatique n'est pas qu'une science appliquée, hein, mais quand ça passe de la partie fondamentale théorique dans la réalisation technologique, en général, ça s'appuie sur un besoin de la société. On invente rarement des machines juste pour le plaisir de fabriquer une machine qui sert à rien. Bien sûr. Ouais. Et donc ça, je voulais juste continuer sur les enjeux de l'IA. J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est assez important. Un autre enjeu de l'IA aujourd'hui, c'est l'explicabilité. Et là, on revient à ce que disait Laurent sur l'exemple du 737 MAX. Si la machine avait pu dire aux humains ce qui se passait, ça se serait vachement mieux passé. Ouais. Donc aujourd'hui, on sait que l'IA va se tromper. Et on sait que quand elle se trompe, il faut que l'humain, qui lui est opérateur et normalement est censé savoir quoi faire, puisse comprendre ce qui a foiré. Et ça, aujourd'hui, c'est compliqué parce que il y a deux grandes familles d'IA, hein, comme je le disais au début. Les IA statistiques numériques, tels les réseaux de neurones, sont très difficiles à expliquer. Donc le résultat qu'elles sortent est très souvent juste et de très bonne qualité, mais quand il est à côté de la plaque, on ne sait pas bien expliquer pourquoi. Alors qu'il y a des IA parfois un peu moins performantes qui, elles, savent mieux expliquer comment elles ont pris la décision. Et aujourd'hui, les chercheurs essayent de marier les deux pour faire ce qu'on appelle de l'IA hybride ou de l'IA explicable. C'est des termes qu'on trouve dans la littérature. Ça fait déjà une dizaine d'années que ça existe, mais ça se développe beaucoup, beaucoup en ce moment. Donc moi, je crois que d'ici 10-15 ans, on devrait commencer à voir des IA de plus en plus explicatives. Donc capables de dire, je propose telle chose parce que ça, ça et ça. Ce qui permettra à l'humain de décider si c'est pertinent ou si ça ne l'est pas. Hein, vous imaginez votre robot qui vous fait une recommandation médicale qui dit je pense qu'il faut que ce patient se fasse opérer de la jambe droite parce que j'ai vu ça et j'ai vu ça. Au médecin de décider si les variables physiologiques qui ont été étudiées sont les bonnes ou pas. Bah oui, on a fait un petit cut à cause d'un problème technique, mais mais on est de retour. Mais vous voyez, grâce à cette discussion, en fin de compte, j'ai l'impression que les perspectives sont mine de rien très positives. Oh, on entend parler de l'intelligence artificielle comme du grand méchant loup. Mais quand on s'éduque un petit peu mieux et quand on vous entend parler, au final, non seulement il n'y a pas forcément de raison de trop s'inquiéter, mais en plus il y a des raisons d'être assez optimiste. Oui, mais alors attention, elle n'est pas non plus gentille par elle-même. Elle n'est bonne, positive que lorsque nous plaçons bien par rapport à elle. C'est-à-dire qu'en disant bien, c'est un outil super, et la question, c'est notre question, c'est
On le veut pourquoi? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et on peut en faire des merveilles. Là, complètement d'accord. On peut aussi s'en servir pour manipuler les foules. Hein. Faut pas être naïf. Aujourd'hui, l'IA permet de fabriquer des fausses images, des faux textes à gogo. Et l'annulation d'élections en Hongrie récemment, en Bulgarie, pardon. Je sais plus où c'était. Roumanie, merci. En Roumanie, voilà, c'est ça. Enfin, c'est qu'on s'est rendu compte que en utilisant les outils merveilleux de l'IA, des gens ont réussi à manipuler des opinions. Mais c'est pas l'IA qui est en question. C'est bien sûr. Mais alors, évidemment, je vais plonger dedans. Si on a les États-Unis, on a l'Europe et on a la Chine, qui sont peut-être tous les trois face à la course au progrès et qui essayent de développer l'IA la plus performante possible, est-ce que cette course au progrès va pas justement nous mener à pas perdre le contrôle, mais se faire griser par le besoin d'aller toujours plus loin sans trop réfléchir aux conséquences que ça pourrait impliquer? Alors, vas-y Laurent, moi j'ai d'autres réponses. Il y a une remarque hyper importante, le problème est vieux comme le monde. Il a été explicité de manière parfaitement claire par Machiavel, qui dit, imaginons un monde où un pays, une communauté, une nation ne veuille pas développer d'armes. Ben, comme les autres vont le faire, et que les innovations passent d'ailleurs la plupart du temps d'abord par le monde militaire, ben, si on développe pas d'armes, on va être mangé. Hein. Et donc, automatiquement, malheureusement, on sait qu'il faut des armes, ne serait-ce qu'à titre défensif. Ben là, on est sur la continuation de ce même problème. Mais le problème n'est pas lié à une intelligence ou une conscience de l'IA. Le problème est lié à la cupidité humaine, à la volonté de puissance humaine, à la volonté de pouvoir humaine. Et donc, c'est la conception et les raisons humaines qui sont derrière, qui sont en jeu. Et ça, c'est pas technologique. C'est quelque chose qui déborde largement la technologie. Ouais. Et après, moi, je voulais répondre sur ce que disait une course vers la meilleure IA possible. Et on sait pas définir ce que c'est que la meilleure IA possible, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'on sait pas trop vers quoi on va. On essaye d'avoir une IA. Alors, l'indicateur aujourd'hui le plus présent dans les médias et dans l'opinion, c'est un meilleur économique. C'est l'IA qui veut nous faire gagner le plus d'argent. Et donc on voit qu'aujourd'hui, les situations de conflit international autour des ressources, derrière, c'est des enjeux de cet ordre-là. Mais on pourrait dire, moi, ma meilleure IA, c'est l'IA qui va rendre ma population la plus heureuse. Il n'y a pas vraiment de barème. C'est pas facile de qualifier qu'est-ce que c'est la meilleure IA possible. De nouveau, c'est une question humaine. C'est fondamental. Exactement. Et je donc, pense que ce qu'on voit aujourd'hui, les infographies sur la vitesse de calcul, etc. Est-ce que c'est pas une métrique pour vérifier l'efficacité d'une IA ou pas vraiment? Non, pas vraiment, pas vraiment. On l'a vu avec la sortie de DeepSeek, là, qui a un peu cassé le truc. Tout le monde disait big is beautiful, plus c'est gros, mieux ça marche. Et puis DeepSeek, ils sont arrivés, ils ont dit, nous on a fait un truc, c'est plus petit, mais ça marche mieux. Bon, ça a cassé le moral de Nvidia pendant quelques temps et d'OpenAI, mais c'était de bonne guerre. Je veux dire, alors, là encore une fois, on est face à un problème culturel. Hein. Les Américains ont cette culture du plus c'est gros, plus ça va marcher. Les Européens ont cette culture du plus on encadre, mieux ça va marcher. Et les Chinois ont encore une autre culture. Et chacun arrive et avance avec son propre bagage culturel, économique, social, politique. Hein. Je pense qu'on est dans des questions qui sont éminemment politiques. Donc non, c'est pas la puissance de calcul qui résout tout. Là, pour le coup, ça, on le sait depuis longtemps. Il y a qu'à voir. Hein. On est allé sur la Lune avec 16 kilooctets de mémoire dans les modules. Aujourd'hui, on a des fusées qui ont des gigaoctets de mémoire et qui vont pas sur la Lune parce qu'on sait que c'est compliqué d'aller sur la Lune. Enfin, donc tout ne se résume pas à une histoire de puissance de calcul, de taille de la mémoire. Après, c'est sûr que ça aide, que plus mon ordinateur est puissant, plus il va être capable de traiter des données complexes. Mais ça ne fait pas tout. Est-ce qu'on a un rapport entre l'intelligence artificielle et l'idée de pouvoir simuler de plus en plus de choses? J'explique un petit peu plus précisément. Je pense que vous êtes familier avec la théorie qu'on pourrait vivre dans une simulation. Alors Laurent était pas familier, mais je lui ai expliqué ce matin. C'est vrai? Et là, j'ai aussi demandé, mais à quoi ça sert? Donc, mais allez, va à la question, on va voir ce que... Est-ce que, enfin, dans les discussions auxquelles je suis un petit peu confronté, on a cette théorie qui voudrait que la progression de l'intelligence artificielle nous permettrait de simuler virtuellement à peu près tout ce qui existe, c'est-à-dire la conscience, etc. Et que ça nous permettrait de créer une simulation qui serait indissociable de notre propre vie. Et que si jamais on arrive à créer cette simulation,
Il se pourrait que nous-mêmes, on soit déjà dans une simulation qui a été créée par quelque chose. Ça, c'est pour le coup, sur le plan du raisonnement mathématique, si on est effectivement capable de faire une simulation parfaite, alors il en découle une infinité de simulations parfaites, les unes derrière les autres, et donc la probabilité qu'on soit la simulation, enfin le monde d'origine est nul, et donc si on sait faire une simulation parfaite, alors oui, on vit dans une simulation. Mais c'est bien pour ça que tous les spécialistes qui font de la simulation, et c'est mon cas, disent bah non, on vit pas dans une simulation parce que en fait, on sait pas faire de simulation parfaite. Alors, le premier auteur sur les simulations, on en a parlé en venant, c'est un gars qui a vécu il y a 2500 ans, il s'appelle Platon. Ouais. Et pourquoi je l'évoque, c'est que Platon, il dit, la vraie vie, en fait, c'est pas la vie où on prend naissance et où on meurt. Cette vie-là, elle est pleine de plaisir et de peine. Elle est pleine d'émotions non réfléchies, etc. La vraie vie, c'est la vie des idées. Et donc, nous vivons dans une photocopie, en quelque sorte. Et l'original, le modèle, c'est le monde des idées. Ce qu'on oublie quand Platon dit ça, c'est qu'il dit quelque chose d'encore plus important. Il dit, mais nous n'aurions même pas l'idée d'une idée dans ce monde qui est une photocopie si on n'était pas d'une manière ou d'une autre accroché, relié aux idées. Eh ben, la réalité ultime, c'est ce lien, en fait, entre la photocopie et l'original. Et Platon dit, ce lien, qui est encore plus haut que tout le reste, il est encore plus transcendant. On peut l'éprouver, on peut le pressentir, mais on peut pas du tout le connaître. Mais on sait qu'il est là, parce que sinon, on n'aurait même pas l'idée d'une idée. Mais du coup, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il dit, en fait, nous vivons dans une simulation, en quelque sorte, parce que le réel, c'est le monde des idées. Et donc, c'est intéressant de découvrir que, avec les technologies, avec les fantasmes qu'on a actuellement, on découvre des questions, en fait, qui ont déjà été posées il y a 2500 ans. Qui sont sur les comme... technologies. Ouais, c'est vraiment... Mais ceci dit, moi, je trouve que ce qui est très intéressant dans ce que dit Platon, c'est cette notion de lien, effectivement, entre les deux. Et c'est pareil pour nous. Quand on fait une simulation, on sait qu'on fait un modèle du monde réel. Tous les gens qui travaillent dessus seront formels. Je sais que mon modèle est imparfait. Donc, au contraire, les chercheurs, sont assez loin de ce mythe de la simulation parfaite. C'est pour ça que je te disais, la singularité, globalement, les gens sérieux, ils y croient pas trop, voire pas du tout. Donc, on sait qu'on est dans un modèle, que ce modèle contient des erreurs, et ce qui est intéressant, c'est ce lien entre le modèle et la réalité. C'est est-ce que je sais caractériser où se situent les imperfections de mon modèle? Parce que si je sais les caractériser, alors je sais dire si mon modèle a un pouvoir prédictif fiable ou pas. Et ça, c'est super important. Si le ministère de l'économie me demande une simulation du marché du travail pour voir si la prochaine proposition de loi qu'ils veulent faire va avoir un impact positif ou négatif sur le marché du travail, il faut que je sois capable de caractériser ce lien entre la réalité et le modèle que moi j'en ai fait et l'implémentation ensuite informatique. Et de dire, il me manque des choses qui me font dire que les prédictions de mon modèle ne peuvent pas se transposer dans la réalité. Et ça, c'est super important de l'avoir en tête. Moi, j'ai envie d'ajouter un truc, sans rentrer dans le détail, l'explication. Mais vous savez quel est le nom que donne Platon à ce lien? Il donne plusieurs noms, parce qu'il n'y a pas de nom possible, véritablement. Mais il l'appelle, entre autres, l'amour. L'amour. Oui. Alors, je le dis juste pour exciter la curiosité. Et si vous voulez aller dans le détail, lisez un dialogue magnifique en termes de littérature et de qualité. L'un des plus beaux textes de l'humanité, c'est le Banquet de Platon. Le Banquet. Où il s'agit d'amour. Je trouve que, en fait, l'aller-retour entre vos deux expertises, elle est passionnante. Vous étiez fait pour vous rencontrer et pour discuter. J'aime bien les Anglais qui disent « je crains que oui ». I'm afraid yes. Je crains aussi. Malheureusement, je le crains. Mais force est de constater que ça se complète quand même parfaitement bien. Et c'est un plaisir de pouvoir écouter les deux côtés de la même pièce en fin de compte. C'est vraiment deux revers du même médaille. Il y a moi j'essaie de le regarder avec mon approche scientifique parce que c'est ma base. Laurent le regarde avec son approche philosophique qui est la sienne. Et en fait, ce qui est super, c'est qu'on voit que les deux se rejoignent. Ouais. Et en fait, ça s'aligne vachement bien. Et le canular, ça sera quand on dira que moi c'est l'informaticien, Nicolas c'est le philosophe. Ah, je pense que j'arriverai jamais. Ah, je crains que ce sera la même chose pour moi. Mais du coup, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes plutôt en désaccord, ou vous ne vous rejoignez que très peu? Alors, on se rejoint pas mal, mais je crois qu'il y a une question que je pose plus souvent que Nicolas, c'est à quoi ça sert? Je pense qu'il y a des recherches, c'est même pas la peine d'aller voir. C'est peut-être notre point de désaccord, c'est que moi je crois que
toute connaissance est bonne à étudier. Ouais. Et Laurent dit non. Moi, je suis plutôt réservé. Toi, t'es plus réservé là-dessus. Ouais. C'est peut-être une différence de caractère aussi, même au-delà d'une différence d'expertise. Non, mais c'est une vraie question philosophique qui est intéressante. C'est le à quoi ça sert me semble très juste comme question. Et en même temps, je me dis que la connaissance pour la connaissance, ça me paraît beau aussi. Et bon, voilà. Ah, ça, je dis pas le contraire, mais ça dépend desquels et dans quel contexte. Ouais. En tout cas, messieurs, c'était une discussion passionnante. Bah non, bah merci. Grâce aux questions. Hein. La question était vraiment super. C'est vrai. Ouais. Je me suis placé vraiment en tant que débutant et surtout un peu passionné du sujet, mais qui n'y connaît pas grand-chose au final. Et bon, j'espère que les questions étaient assez intéressantes et stimulantes. Tu sais, quand j'ai rencontré Nicolas, c'est pareil. Moi, j'y connaissais rien. Eh ben, j'avais quelques idées vagues, mais parfait. Maintenant, c'est moins pire. En plus de ça, je pense qu'on a discuté une bonne heure tous les deux, une bonne heure et demie même, je pense. Donc ça passe très très vite. Messieurs, où est-ce qu'on pourrait vous retrouver pour en apprendre un petit peu plus sur ce dont on a discuté aujourd'hui? Alors, la chaîne YouTube, Laurent, comment ça se passe? Écoute, elle est présente. Il y a des textes, des vidéos que je crois très importantes pour le coup. Bah, puisque tu me demandes, il y a des vidéos, je crois qu'il y en a 2 ou 3 sur les mathématiques. Vu du point de vue de l'histoire des mathématiques, à partir des travaux d'un auteur hyper peu connu, que je tente de faire publier en français en France. Il était russe, il a émigré aux États-Unis, il a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été juif, il est parti aux États-Unis, il a écrit la majorité de ses ouvrages en anglais. C'est un très très grand penseur qui a très peu écrit, mais de manière extrêmement juste. Et donc, puisque tu me provoques, sur la chaîne Les Décryptages Philo de Laurent Bibard, sur YouTube, ben je recommande vivement d'aller voir, le gars s'appelle Jacob Klein. Et il y a 2-3 vidéos autour de son œuvre, et là, ça vaut vraiment le détour. Mais j'allais sinon signaler, moi, les bouquins de Nicolas. Eh oui. Parce que Nicolas, quand il est pédagogue sur l'IA, c'est remarquable. Et puis, bon, bah, le bouquin qu'on a fait ensemble, je crois qu'on ne peut que le recommander, évidemment. On ne peut que le recommander. Et bien sûr, il y a tous les liens dans la description. Vous savez que ce podcast, il est sur YouTube, Spotify. Donc, les gens peuvent cliquer directement pour arriver sur le livre, pour en apprendre un peu plus. Bah, merci beaucoup. Messieurs, c'était un plaisir. Merci Laurent. Réciproquement. Merci Nicolas. Merci. Et à bientôt, j'espère. À bientôt. Bye. À bientôt. Merci à tous d'avoir visionné cet épisode en entier avec Nicolas et Laurent. Personnellement, c'est un épisode que j'ai adoré. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je serais curieux de le savoir. Et je pense que Nicolas et Laurent seront aussi curieux de le savoir. Et en attendant, allez voir un autre épisode juste ici. Il s'affiche à l'écran. Je suis sûr que ça vous plaira. Donc continuez un peu votre visionnage, de là on discute.